Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Insights entre marché privé et obligations cotées. Alain Kinch, entre autres, chairman du Lux Stock Exchange. On était la première bourse qui a admis à la cotation ce qu'on appelle les Digital Native Bonds, d'ailleurs de la Banque mondiale, Digital Native Note, qui est listé sur notre listing principal, sur la plateforme réglementée, et donc qui est MiFID II compliant. On a ensuite listé des Native Digital Bonds aussi de la Société Générale, de la BEI sur notre SOL, c'est la Securities Official List. Quel tiroir ouvrir avec Alain ? Tant de sujets possibles. Finalement, nous en avons choisi 2. Nous commençons par le private equity, une industrie qu'il connaît comme sa poche en tant que spécialiste, thought leader et investisseur. Il nous partage son retour d'expérience de ses 20 années au volant d'EY entre démocratisation et intensification de la concurrence. L'occasion aussi pour moi de passer du temps à parler avec lui du Luxembourg Stock Exchange en sa qualité de chairman. Vous allez probablement découvrir la place qu'occupe cette bourse dans les marchés obligataires. Je suis ravie de mettre en lumière de nombreuses initiatives telles que les Green Bonds ou les Dim Sum Bonds, mais aussi plus récemment la cotation de Digital Covered Bonds. Nous parlons des collaborations de la bourse avec des startups via prise de participation ou des rachats permettant à celles-ci d'innover et de pénétrer les terres vierges. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Alain. Bonjour Célène. Hyper contente de t'avoir sur le podcast parce que tu as plein de choses à dire. Donc je me sens très privilégiée de pouvoir m'entretenir 1 heure avec toi. J'aurais aimé quand même que tu te présentes à nos auditeurs, notamment les Français ou les Belges qui nous écoutent ou les Suisses qui ne te connaissent pas forcément. Les Luxembourgeois, je suis sûre, mais le reste de l'Europe, pas forcément. Avec plaisir. En fait, je suis né à Luxembourg, donc luxembourgeois. J'ai fait mes études à Paris, à Washington et à Fontainebleau. Et j'ai passé 25 ans de ma carrière dans les Big Four, en commençant par Arthur Andersen et puis par EY, où j'étais le patron du bureau de Luxembourg pendant 11-12 ans. J'étais ensuite en charge du private equity pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Inde. Et depuis 4 ans, donc j'ai changé de cap, en fait, passant en front office du private equity, dans le sens où avant j'ai conseillé mes clients, mais maintenant j'ai investi un tout petit peu moi-même. Je co-dirige un family office qui investit dans du PE. Je fais partie d'un certain nombre de boards. Et j'ai un chapeau semi-politique parce que je suis le vice-président du Conseil d'État ici à Luxembourg. Voilà. Super. Merci beaucoup. Alors, en effet, j'aurais pu ouvrir plein de tiroirs. On va se limiter à 2 tiroirs dans la discussion, si ça te va, pour parler du private equity, qui est une classe d'actifs que j'aime beaucoup. Et puis également un peu de la bourse, puisque tu es chairman de la bourse de Lux Stock Exchange. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on se focalise spécifiquement sur ces 2 points-là. Très bien. J'aurais aimé avoir un petit peu ton éclairage pour essayer de comprendre de ton point de vue, parce qu'on voit que ça se démocratise et que ça s'ouvre à une clientèle retail depuis une dizaine d'années avec des acteurs que j'ai reçus sur mon podcast comme Private Corner, comme Moonfair, Altaroc et autres. Donc voilà, avant, grosse clientèle institutionnelle, puis maintenant plus des clients retail. Qu'est-ce qui, selon toi, a permis, toi qui as vu toute l'évolution de la classe d'actifs, qu'est-ce qui a permis l'accès à cette classe d'actifs à un moment donné, il y a une dizaine d'années, à cette clientèle ? Je dirais que c'est une excellente question et c'est vraiment une évolution parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé dans le PE, donc dans les années 95, quasiment aucune maison de private equity voulait entendre parler, certainement pas de retail, mais même des family office. C'était vraiment dirigé aux institutionnels avec un nombre d'investisseurs de 20 investisseurs par fonds, par exemple. Alors, qu'est-ce qui a mené ça ? Alors, je dirais tout simplement, d'abord, l'excellence dans les returns, parce que les investisseurs voient que cette classe d'actifs a surperformé, et donc c'est très attractif. Et ceci s'est accéléré avec la période qu'on a connue où il y a quasiment plus d'intérêt sur les produits fixed income, que en fait finalement il y avait très peu d'alternatives. Donc je crois que ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est certain aussi que beaucoup de grandes maisons de private equity qui, en plus, ont leur management company cotées en bourse, sont devenus des énormes accumulateurs de capitaux. Donc, quelque part, pour soutenir le cours de bourse, je suis obligé à montrer de la croissance de mes assets under management, de mes AUM. Et donc, tout naturellement, je vais aller chercher aussi dans des investisseurs un peu moins fortunés. Donc, je crois que ça, c'est un autre phénomène. Et puis, on a vu que
Quand on fait les conférences private equity aujourd'hui, on n'a qu'à regarder le nombre de personnes qui y vont. Donc, on a eu une croissance énorme de nombre d'acteurs, nombre de GPs. Et donc, quelque part, il y a de plus en plus de chasseurs pour un nombre limité de lapins, si j'ose dire. Donc, il faut quand même quelque part augmenter le terrain de chasse. Et donc, tout naturellement, il y a donc, on va un tout petit peu vers le bas, en ce qui concerne les LPs. Alors, peut-être ce qui est important aussi, c'est quand même la réglementation, parce que le fait que, donc avec la directive AIFM et la réglementation, donc les régulateurs et aussi les gouvernements sont plus ouverts au private equity. Peut-être que ce n'était le cas avant. On comprend la différence entre ce qui est un hedge fund et ce qui est du private equity. Et donc, maintenant, avec les seuils d'entrée qui sont avoisine 100 000 euros, Ouais. on a la possibilité technique de pouvoir investir dans le PE. Et alors, ce qui m'étonne toujours, moi, c'est que je vois que, en tout cas, en Europe du Sud, plutôt, il y a une méconnaissance des marchés financiers qui est très forte au sein de la clientèle plus retail. C'est assez étonnant que ces classes d'actifs percent, même s'il y a des très bons returns, parce qu'il y a quand même une méconnaissance tant de la part des investisseurs que des intermédiaires. Je pense forcément en France, au CGP, aux banques privées, où moi j'ai grandi, on va dire, et où la classe d'actifs a toujours été très minoritaire dans les portefeuilles, contrairement aux États-Unis. Oui, c'est tout à fait vrai. Maintenant, je crois qu'il faut quand même faire attention de ne pas croire que c'est les petits investisseurs, l'homme ou la femme de la rue, comme on dit, qui vont investir dedans. Parce que quand on dit retailization, c'est plutôt... On reste quand même encore dans du high net worth individuals. Donc, par exemple, quelqu'un qui peut investir 250 000 euros dans un fonds ou dans une opportunité, si la personne en fait 3 par an, si ça représente pas plus que 10 ou 20% de sa fortune, voilà, donc on parle quand même de quelqu'un qui a plusieurs millions à investir. Et donc, je crois que même si tu as des plateformes quand même qui donnent accès à 10 000 euros. Oui, c'est vrai. Mais je crois que, à mon avis, ça reste quand même encore assez marginal et que c'est plutôt ceux qui sont déjà en fait assez instruits sur le marché des actions qui vont investir dans ce type de produit. Ce que je crois aide aussi, c'est que les banques ont de plus en plus des offres où ils approchent proactivement leur clientèle banque privée en leur proposant des investissements PE, en organisant des breakfasts, des petits déjeuners pour justement expliquer ce que c'est que le produit. Et ensuite, on n'a qu'à regarder les social media, les journaux, enfin tous les médiums, mais il y a simplement beaucoup plus d'informations qui sont disponibles sur ce que c'est de l'alternatif, qui fait que je crois que ça contribue à l'éducation, si j'ose dire, des investisseurs. Et puis, faut pas oublier que c'est un peu plus ludique que en fait, quand j'investis dans un marché, dans une valeur cotée, je peux prendre deux décisions. Je peux acheter et je peux vendre. Quand j'investis dans du private equity, je peux rencontrer parfois les créateurs, je reçois des investor reports. Donc il y a en fait, et certaines banques organisent des clubs où les gens... C'est plus tangible. C'est plus tangible, c'est même parfois, ça peut être quelque chose qui est un tout petit peu plus social, où on rencontre des gens. Ouais. Donc c'est différent. Ouais. Intéressant. Alors, tu le disais, c'est un marché qui s'est vachement développé en Europe. Il n'y a qu'à voir l'IPEM. Il y a 15 ans et l'IPEM, maintenant, on n'est plus du tout sur le même type d'événement. Justement, comment les gestionnaires de fonds, notamment les plus anciens, s'adaptent à cette intensification de la concurrence? Et est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment de profondeur, parce qu'il y a énormément de dry powder, pour aller capter des cibles qui ont encore des espoirs de performance élevés? Pour moi, ça, Solène, c'est vraiment une des questions clés, parce que c'est une loi de la nature. Quand il y a plus d'acteurs sur un marché avec un nombre limité d'opportunités, il y a deux choses qui peuvent se passer. C'est soit on va investir dans des sociétés qui sont moins bonnes, soit on va avoir un prix à l'entrée qui n'est pas bon. Donc je crois qu'il y a effectivement de plus en plus de concurrence et la difficulté, c'est pour les fonds private equity ou pour les investisseurs qui vont directement dans les opportunités, c'est de pouvoir faire justement l'analyse. Parce que je crois que le top 25 quartile par rapport au bottom 25, quand on dit le private equity surperforme, oui, c'est vrai sur le top 50, mais c'est pas vrai pour le reste. Donc je crois que
Ça, c'est vraiment un sujet. Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'avec le nombre croissant quand même maintenant de managers, il faut dire aussi qu'on voit beaucoup de managers qui sont très spécialisés, qui sont spécialisés sur le space, sur la crypto, sur plein d'actifs. Donc, Ouais. je crois que dans la mesure où ça entraîne une spécialisation sectorielle ou géographique, ça peut ne pas être quelque chose de mauvais. Et alors, un autre point qui est très important dans le private equity, c'est l'efficacité opérationnelle et comment ces fonds-là amènent les boîtes dans lesquelles ils investissent à gagner à être beaucoup plus efficaces, à gagner en productivité, en termes de rentabilité pour pouvoir faire leur bascule. Comment est-ce que ça s'est traduit concrètement, toi, dans tout ce que tu as vu, dans l'évolution d'un point de vue vraiment opérationnel, dans la façon aussi dont les fonds se sont structurés ces 15 dernières années? Est-ce qu'il y a eu une énorme évolution ou est-ce que tu trouves que c'est encore un chantier en devenir, on va dire? Comment est-ce que ça se vit de l'intérieur? Écoute, je crois que c'est la base de la base du private equity, du succès du private equity. Moi, je le dis toujours parce que j'ai eu la chance de le vivre en tant que conseiller, surtout aussi la période en tant qu'auditeur de fonds private equity, où on va vraiment dans les entreprises dans lesquelles elles sont investies et on voit vraiment ce qu'ils font. Et donc, le private equity, moi je dis toujours, c'est une grande différence avec les hedge funds, qui est en fait de l'arbitrage financier. Les managers du hedge fund me pardonneront, mais c'est souvent un zero-sum game. Alors que dans le private equity, le manager private equity, il prend son toolbox, il a son marteau, il a tous ses instruments dedans, il va dans la société, il va dire comment je peux l'améliorer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Très souvent, il change une partie du management, et il essaye de trouver un management qui est le mieux adapté pour la transformation de l'entreprise. Il va avoir des mécanismes de l'incentivization du management. Il va les mettre en relation avec d'autres clients, avec d'autres fournisseurs. Et surtout, il va leur mettre une pression temporelle parce que le manager private equity, il n'a pas tout le temps du monde parce que son fonds, il doit être liquidé à un certain moment, donc il doit vendre la société. Ouais. Et donc, ça met une pression, et la pression, c'est bien si c'est... Voilà, il faut le faire de manière intelligente. Ouais. Mais donc, en fin de compte, moi, j'appelle ça de la operational value creation. Ouais. Parce que c'est pas du value creation purement en mettant de la dette et du leverage, c'est de la value creation parce que j'améliore, exemple, l'effectiveness de ma force de vente, par exemple. Parce que j'implémente de l'AI. Enfin, c'est toutes ces choses très concrètes que je fais dans la façon dont mon entreprise opère et où le PE apporte une expertise. Alors, certes, certains sont plus improvisés que d'autres. Certains ont leur propre équipe de consulting pour carrément, le faire. ouais. Ouais. Donc ça, c'est côté entreprise, mais côté des fonds eux-mêmes, tu étais là quand j'ai fait mon speech sur Augmented Investor. Oui, Moi, très intéressant d'ailleurs. Oui. Je suis très fan de l'amélioration des process dans l'asset management et en particulier dans le private equity. De ce que tu vois aujourd'hui, et notamment la différence entre les fonds qui se montent, les first time funds, PE/VC, versus les vieux fonds, ceux qui ont bien levé, qui ont finalement de la transformation à faire en interne. Qu'est-ce qui se profile et est-ce que tu vois des lacunes, comme tu peux le voir dans le secteur bancaire, par exemple? J'aurais tendance à dire que c'est sûr que les fonds qui sont là depuis toujours, je ne vais pas citer les noms, mais ceux qu'on connaît tous, les Blackstone, Warburg Pincus, CVC, PC Partners et compagnie, c'est évidemment des énormes maisons qui sont de plus en plus institutionnalisées et qui ont des processus extrêmement robustes. Et donc, c'est sûr qu'on voit quand même toujours un niveau de qualité qui est très, très élevé. Je crois que le challenge est le suivant, c'est que quand tu te présentes auprès d'un investisseur et tu dis, moi, je m'appelle Solène, voilà, je crée mon fonds private equity, et puis la page track record, elle est vide. C'est un peu compliqué. Ouais. Donc je crois que c'est l'injustice là-dedans. C'est les first time funds, c'est évidemment toujours très compliqué parce que les investisseurs, surtout institutionnels, aiment cocher les cas sur le track record du premier, deuxième, troisième fonds. Et je crois que c'est ça un tout petit peu la difficulté, mais en même temps, c'est la beauté parce que c'est souvent comme ça en tant qu'investisseur qu'on rate des belles occasions parce que souvent des fonds les plus successful étaient des first-time funds. Ouais. Je crois que, bon, ça c'est un avis très personnel. Je sais que beaucoup d'amis sont pas d'accord, du private equity sont pas d'accord avec moi là-dessus, mais moi je crois beaucoup en, si tu veux, l'appétit personnel de l'individu qui gère le fonds. C'est-à-dire, celui qui gère le fonds, que ce soit dans un grand ou dans un petit, est-ce que pour lui ou pour elle, le succès de ce fonds va changer sa vie? C'est-à-dire, est-ce qu'il va pouvoir s'acheter une maison au sud de la France? Est-ce que ses enfants vont dans une meilleure école? Est-ce que ça
change son living style. Et est-ce que s'il le rate, ça pose vraiment un gros problème? Si c'est quelqu'un qui a déjà eu énormément de succès, ça fait 20 ans qu'il touche du carried interest, et si le 7e fonds performe ou pas, bon, c'est important, mais finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Moi, je suis toujours assez prudent. Donc, je dirais que les règles s'appliquent à tout le monde. Comme le PE exige du skin in the game un peu de tout le monde, donc de ceux qui gèrent la boîte, de même temps, il faut s'assurer que le skin of the game, il est aussi là pour les gestionnaires du fonds private equity. Et quand on dit ils ont mis 2% eux-mêmes dans le fonds, il y a une grande différence si c'est 2% dans le premier fonds ou 2% dans le 6e fonds. Donc, je crois que cet aspect-là, un aspect purement humain, n'est pas à ignorer. Top. Comment tu vois ça évoluer, la classe d'actifs en Europe? Je me centre sur l'Europe principalement, sachant tous les enjeux macro qu'on voit, géopolitiques. Comment est-ce que tu vois ça évoluer? Est-ce que tu sens qu'il va y avoir un ralentissement dans les investissements, un ralentissement dans les levées? Je crois que tu l'as mentionné en début d'interview, Solène, c'est le fait qu'il y a beaucoup de dry powder. Donc il y a de l'argent à déployer. Et il y a beaucoup de fonds qui n'ont pas fait un seul investissement en 2023, pas un seul, alors qu'ils en avaient prévu d'en faire 2, par exemple. En même temps, la durée moyenne des investissements qui sont dans les portefeuilles est très élevée. Aux États-Unis, par exemple, elle est de 5,5. En Europe, je n'ai pas le dernier chiffre en tête, mais ça ne doit pas être loin. Donc, quelque part, il y a vraiment une obligation à délivrer ce dry powder et à vendre les sociétés qui sont dans le portefeuille. Le problème, quand même, c'est que la dette, c'était quand même extrêmement compliqué les dernières années. Donc, on a vu que les banques étaient très, 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 très frileuses. Donc, c'est essentiellement les fonds de dette Les fonds de dette, ils ont financé 85% de la dette qui a été levée par le private equity. Donc, c'est pas vrai. C'est absolument énorme. On voit maintenant que les banques reviennent. Mais donc, parce que la levée de fonds, l'investissement, c'est toujours à prendre en relation avec l'accès à la dette. Je crois que ce que l'on voit aujourd'hui, il y a par exemple, EY a fait un survey il y a pas longtemps où ils ont interviewé les plus grands PE qui prévoient quand même faire plus d'activités en 2024 et en 2025, parce que l'impression, c'est de dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes géopolitiques, mais au niveau des taux d'intérêt, on croit qu'on a quand même atteint le maximum. Je crois que la vue est de dire que les taux vont pas tomber rapidement, donc c'est higher for longer, mais c'est pas much higher, et que la partie valorisation va aussi s'améliorer. Donc j'irais plutôt plus d'activité. Un critère que je mentionnerai encore, qui est un hard fact, c'est que on voit ça au niveau des capital calls. Beaucoup d'investisseurs se plaignent qu'il y a beaucoup de calls, mais pas beaucoup de distributions, ce qui est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exit. Ouais. Mais donc ça montre que le moteur il redémarre. Ouais. Top. Alors, je saute un peu du coq à l'âne. Merci beaucoup. Je reviendrai un peu sur les marchés privés après, mais j'aimerais avoir un peu d'insight sur la bourse, puisque tu as rejoint comme chairman il y a quelques années la bourse de Luxembourg, le Lux Stock Exchange. J'ai eu la chance de recevoir la CEO d'Euronext Paris il y a 2 ans, je crois, de mémoire. Épisode hyper intéressant et ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de la bourse de Luxembourg parce qu'il y a vachement d'initiatives hyper intéressantes, notamment sur les sujets de durabilité, de sustainable finance. J'aurais aimé peut-être que tu nous resitues quelques chiffres pour nous expliquer un peu la place qu'occupe cette bourse qui est très petite par rapport aux différentes bourses des autres marchés européens. Alors, ça dépend de la définition de ce qui est petit. Alors, si on parle action, c'est vrai que c'est assez petit. Si on parle obligation, c'est très grand. Donc la bourse de Luxembourg, qu'est-ce que c'est? C'est une bourse qui est en fait un listing venue pour la dette internationale. Donc c'est la bourse de Luxembourg qui a inventé l'Eurobond avec le premier Eurobond de la société d'autoroute italienne Autostrada il y a 75 ans. Oui. Excellent. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 43 000 bonds qui sont listés sur la bourse de Luxembourg, de 1800 émetteurs. On parle plus de 100 pays. Et ce qui est très particulier aussi, on cote dans plus de 70 devises à la bourse de Luxembourg. Donc ça fait que dans ce marché du International Bond Listings, nous avons une part de marché de 34%.
loin devant le London Stock Exchange et d'autres. Et pour donner un chiffre, donc en 2023, nous avons levé 1,2 trilliard, donc 1200 milliards d'euros de dette. Donc c'est quand même très significatif. Il faut dire aussi que la bourse de Luxembourg est un peu la bourse des supranationaux. Donc il y a 17 supranationaux, il y a plus de 100 souverains, donc des pays, etc., qui cotent sur la bourse de Luxembourg. On a une part de marché plus ou moins de 50%. Donc voilà, donc ça c'est des listings d'obligations, évidemment le trading aussi. Donc il faut dire qu'on fait toute la chaîne de valeur. Hein. Donc il y a des pre-listing services, donc on aide les investisseurs pour devenir listing ready, ensuite faire le listing, faire le trading, faire le post-trade. Donc on fait toute la chaîne de valeur, mais plutôt concentré pour le moment, je dis bien pour le moment, sur le produit de dette. Intéressant. Alors merci d'avoir rappelé ça, c'était très important. Il y a plein d'initiatives qu'on voit pour promouvoir les investissements durables. Alors, je pense à l'émission des premiers Green Bonds. Ce serait, je pense, intéressant que tu expliques ce que c'est qu'un Green Bond et quel impact ça peut avoir sur ce marché de la dette, qui est ce genre d'émission qui se passe. Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est vraiment une mouvance, une évolution ? Alors, c'est certainement une mouvance qui va s'accentuer. Nous avons créé le Luxembourg Green Exchange en 2016. C'était suite à la COP à Paris. Et donc, le Luxembourg Green Exchange est aujourd'hui de loin aussi le plus gros exchange de green bonds au monde. Donc, pour donner un tout petit peu une idée, nous cotons en fait plus de 3600 titres qui sont donc d'abord des sustainable bonds, des green bonds. Et ensuite, c'est-à-dire qu'ils vont financer des projets. Exactement. Donc, alors ça dépend. Donc il y a différents types de bonds. Nous appelons ça les GSSS. C'est un nom très bizarre. C'est les Green Social Sustainability et Sustainability Linked Bonds. Wow. Donc ça peut être des projets sur le climat, mais ça peut être aussi des sujets sustainability qui vont au-delà du climat. Nous, par exemple, nous avons aussi des gender bonds, donc où nous finançons des projets qui vont promouvoir en fait l'entrepreneuriat des femmes dans un certain pays, par exemple. Donc c'est vraiment le thème ESG au sens large, mais avec évidemment le climat est, je dirais, le thème central. Et donc nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous assurons et nous donnons l'information aux investisseurs qui leur permet de vérifier que ces bonds vont vraiment financer des projets durables. Et d'ailleurs, c'est en fait la fonction, finalement, c'est quoi une bourse ? On peut se poser la question, ça sert à quoi une bourse ? En fait, on sert à mettre ensemble des gens qui ont de l'argent, qui veulent investir, des investisseurs, avec des gens qui n'en ont pas, et qui veulent se faire connaître, qui veulent se créer une visibilité. Aussi à travers la bourse une crédibilité. Et donc, on leur offre cette plateforme de le faire. Mais donc, on doit, pour être crédible, on doit s'assurer que l'information qui est mise à disposition de ces investisseurs, elle tient la route. Et donc c'est ça ce que la bourse est capable de faire. Si tu permets, je mentionnerai que donc, l'innovation des Green Bonds qui nous a permis d'être leader mondial maintenant des Green Bonds, on a été pour la 7e fois de suite élu meilleur stock exchange au monde dans ce domaine. N'est qu'un exemple, parce que d'innovation de la bourse de Luxembourg. Donc, mais j'allais y venir, mais vas-y. Ah, pardon. Non, vas-y, parce que c'est un long sujet de discussion avec Robert Scharf. Oui, c'était lui, qui était lui le et Julie CEO Becker avant qui Julie sont Becker. Absolument à la source et qui ont tout le mérite, d'avoir en fait lancé ce projet très audacieux, qui est le Luxembourg Green Exchange. Mais ils n'ont pas, et leurs prédécesseurs non plus n'ont pas fait que ça. Donc, donner un ou deux exemples de ce qui a été fait. On a fait le premier Dim Sum Bond en Europe en 2011. Nous avons fait le premier Sukuk en Europe, qui est un Sukuk de Malaisie en 2002. Le premier Green Bond, c'était en 2008. On aime beaucoup les Chinois, donc on a pour la Bank of China aussi fait le premier Green Bond chinois en Europe. Et plein d'autres. Des Sharia compliant aussi. Absolument, absolument. Donc, je dirais que l'innovation, c'est vraiment un sujet ça fait partie du DNA de cette bourse
qui, effectivement, je te l'accorde, est petite par rapport à Ouais. d'autres. Donc, on doit être innovateur. Non, Voilà. alors après, il y avait un des sujets que je trouve intéressant, c'est le volet aussi technologique. Parce que moi, franchement, j'ai dans les discussions que j'ai eues, alors après, tu veux peut-être en parler. Tu veux en parler ou pas? Si. Non, c'est des sujets que je trouve hyper intéressants. Et j'avais croisé cette information-là sur le sujet Euronext que j'avais traité il y a 2 ans. C'est un élément névralgique, l'innovation technologique au sein des bourses. Et il y a différentes vitesses, on va dire, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde. Tu veux en parler? Oui, absolument. Pourquoi mon regard dit autre chose? Je ne sais pas. En fait, je regardais plutôt les nuages ici qui commencent à être grises. Mais en fait, oui, je crois qu'une bourse, c'est une plateforme technologique aussi. Ouais, Donc, ouais. pour nous, déjà, la technologie, ça fait partie de notre seconde nature. Hein. Maintenant, tu fais allusion à tout ce qui est digital assets, je suppose. Et donc, là aussi, on est le premier, hein, l'année passée. On était la première bourse qui a admis à la cotation ce qu'on appelle les Digital Native Bonds, d'ailleurs de la Banque mondiale, Digital Native Note, qui est listé sur notre listing principal, sur la plateforme réglementée, et donc qui est MiFID II compliant. On a ensuite listé des Native Digital Bonds aussi de la Société Générale, de la BEI sur notre SOL, c'est la Securities Official List. Nous travaillons beaucoup sur le sujet. Je crois que c'est un sujet qui est encore vraiment au début du début. Nous faisons partie du New Technology for Wholesale Settlement Contact Group de l'ECB. Donc, on travaille pas mal là-dessus. Je veux dire qu'on essaie de ne pas faire ça que tout seul dans notre coin. Donc, on regarde beaucoup les startups, ce qui se passe dans ces domaines-là. Et c'est pour ça que, par exemple, nous avions investi dans une société anglaise qui s'appelle Origin. Et ce qu'elle fait, c'est de l'origination de bonds, mais de manière totalement digitalisée. Donc, en fait, c'est un straight-through totalement digitalisé. Nous avons investi dans Tetrao, qui est une société d'ailleurs établie à Luxembourg, qui, elle, applique de l'artificial intelligence pour l'extraction de données. Donc, nous avons investi dedans et nous utilisons leurs services pour nos propres besoins. Et nous avons aussi une participation dans FA Funding Info de Londres, à laquelle nous avions vendu FundSquare, qui, qui travaille évidemment sur la digitalisation au niveau du fund data et de l'analyse de données. Voilà, donc je crois qu'une partie on fait en interne et une partie on se cherche des partenaires. Top. Alain, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Beaucoup d'informations à digérer pour nos auditeurs. C'est quoi tes prochaines étapes? En fait, il y en a une nouvelle étape tous les jours, je dirais, quelque part. Actuellement, comme je disais en début d'interview, donc moi j'adore vraiment ce milieu du private equity des startups. Donc j'investis, je travaille avec des startups et puis je passe pas mal de temps justement avec notre family office d'investir. Avec mon mentor historique et ami Norbert Becker, nous avons créé une société ensemble où nous regardons aussi certaines transactions un tout petit peu, je dirais, complexes, dans lesquelles nous prenons aussi des participations, tout en leur aidant à réaliser les transactions. Voilà, donc je crois que ça, c'est un des domaines dans lequel je m'épanouis beaucoup. Et ensuite, voilà, j'ai la grande chance de travailler avec quelques grandes sociétés, donc la Bourse de Luxembourg. Pour dire, c'est bizarre, vous vous intéressez au private equity et vous êtes le président d'une bourse de des côtés, mais moi, je vois ça pas du tout comme un antagonisme. En contrepartie, les deux mondes se rencontrent de plus en plus. Donc, voilà. Et puis, je fais partie du board de PayPal Europe, qui est une banque, hein, qui est essentiellement une banque, et puis d'autres sociétés de secteurs très diversifiés, d'une société d'assurance et de 2 sociétés industrielles, une qui fabrique de l'acier inoxydable, qui cotait, et puis l'autre qui fabrique des nanotubes en graphène. Donc, en fait, j'essaie de ne pas être monoproduit, si j'ose dire, et de me diversifier un tout petit peu. Et puis, j'ai pas mal d'activités, je dirais aussi dans le domaine du non-for-profit, qui est aussi pour moi quand même un sujet très important. Voilà. Et du running aussi. Du sport en général, qui est ma plus grande passion. Oui. Super. Écoute, Alain, c'était top. Est-ce que tu pourrais nous recommander un livre pour conclure cette discussion? Certainement. Maintenant,
je vais pas recommander un livre technique parce que bon, maintenant c'est l'été, je crois que les gens n'ont pas envie de lire un truc trop compliqué. Alors moi j'adore un auteur portugais qui était en fait un peu la Claire Chazal du journal télévisé où maintenant c'est plutôt Laurence Ferrari ou comment dire, ouais. Je regarde pas la tu télé. regardes pas la télé. Bon, donc c'est un monsieur qui s'appelle José Rodriguez dos Santos et qui est devenu écrivain, écrit des romans mais avec ou des thrillers, mais avec un background historique réel. Donc, c'est pas que de la fantaisie. Donc, il a son best-seller, c'est un bouquin qui s'appelle L'ultime secret du Christ, par exemple. Et donc, lui, il vient de publier un nouveau livre qui s'appelle La femme au dragon rouge, une histoire qui se passe en Chine. Et donc, je vais lire ça à la plage. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont plutôt germanophones, je vais lire un bouquin qui m'a été offert qui s'appelle Erinnerungen de Wolfgang Schäuble, qui est un homme politique allemand extrêmement connu, qui est décédé l'année passée. Et donc, je vais lire ses propres mémoires. Voilà. Super. Merci beaucoup, Alain. À bientôt. Merci, Solène. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!